voudrais simplement d'abord commencer par une interrogation qui est celle que chacun de nous, au fond, depuis sa naissance, se constitue une bulle qui est la représentation du monde dans lequel il est, qui lui vient de son éducation, de son milieu, de sa culture, bien évidemment. Et au fond, chacun de nous vit dans un monde et c'est avec ce monde qu'il interagit. Il a souvent bien du mal, de toute façon. Il a ses propres valeurs, il a du mal, et c'est ça, ce qu'on a appelé depuis le début, sa zone de confort. D'ailleurs, on retrouve ça sur Facebook. Sur Facebook, on a des amis, et puis on aime beaucoup voir ses amis vous dire like, vous likez, j'aime, mais si vous faites bien attention, like me, c'est comme moi. Et d'ailleurs, ceux qui vous agressent, on a tout fait de les éjecter de manière à rester dans son monde avec ceux qui nous ressemblent. On peut retrouver là-dedans aussi le mythe de la caverne de Platon, c'est-à-dire des gens qui sont au fond de la caverne et qui vivent quelque chose qui n'est pas la réalité parce que ce sont des ombres projetées par la lumière qui est derrière eux. Certains d'entre eux prennent conscience qu'au fond, ils ne vivent pas la réalité. Et donc, ils tentent de sortir de la caverne, mais certains sont éblouis par la lumière tellement forte qu'ils préfèrent de nouveau rentrer au fond de la caverne. Alors, c'est ça le vrai problème. Sommes-nous capables, aujourd'hui, de réaliser que notre monde, c'est le monde que nous avons construit et qui ne représente pas la réalité? Et sommes-nous capables, au fond, de sortir de ce monde pour affronter les autres? Car seuls les autres, dans la relation avec les autres me permettent de me remettre en question. Et est-ce que je peux accepter le migrant? Est-ce que je peux accepter celui qui ne vit pas de la même façon que moi, celui qui a une autre culture? Suis-je capable de m'ouvrir à un monde beaucoup plus large que celui dans lequel je suis? J'ai eu toute une carrière militaire. Pendant 28 ans, je suis parti dans de nombreuses zones de conflit, que ce soit les guerres en Afrique, que ce soit le Liban, que ce soit des situations de catastrophe en Algérie, le Boumerdès, que ce soit aussi à Mexico ou ailleurs, que ce soit au Liban. J'ai été en situation de guerre. Mais la guerre du Golfe a été pour moi très marquante. Elle était très marquante parce que pendant 6 mois, les forces françaises étaient en plein désert d'Arabie Saoudite. Nous étions complètement isolés. J'étais dans une antenne médico-chirurgicale aérotransportable, c'est-à-dire nous étions 11 en plein désert, à côté d'un hôpital de campagne où ils étaient beaucoup plus nombreux, mais nous vivions à part. 6 mois d'attente dans le désert, 6 mois à ne rien faire. Pour un médecin, la guerre, il l'a fait tous les jours dans son hôpital. Et là, on nous demandait d'attendre que les militaires fassent la guerre pour éventuellement prendre en charge des victimes. 6 mois, au fond, où j'ai pris conscience de l'inanité même de ce que nous étions en train de faire, d'être là. C'est-à-dire que nous allions payer peut-être de notre vie pour le pétrole, pour les Américains, pour le Koweït. J'avais 5 enfants en bas âge. Je me suis rendu compte que je n'étais pas prêt à ce sacrifice, mais pas du tout. Et donc, ça me mettait dans une colère pendant 6 mois, une colère très forte, l'impression d'avoir été pris au piège. Je pouvais penser que je pouvais donner ma vie pour mon pays, bien évidemment, mais je n'ai pas entrevu que je pouvais donner ma vie pour des intérêts économiques. 6 mois de difficultés, je dois le dire, 6 mois de violence, 6 mois d'indignation, des difficultés bien sûr à rentrer en contact avec nos familles pour nous tous qui étions dans le désert. Il fallait user de 1000 façons, aller chez des épiciers, trouver un village arabe et voir si l'épicier vous permettait éventuellement de pouvoir communiquer avec les siens. Et puis est arrivé le mois de février 1991, et là, nous avons reçu l'ordre de remplir toutes nos affaires et de partir en direction de l'Irak parce qu'allait commencer justement
l'invasion terrestre. Donc nous nous sommes retrouvés à 2-3 kilomètres de la frontière irakienne, nos structures sanitaires, avec l'ordre de nous mettre en rang, en colonne, le lendemain matin à 6 heures. Il était prévu que les Irakiens puissent utiliser du neurotoxique. Et donc, il fallait prendre un antidote toutes les 6 heures. À 1 heure du matin, la garde tape à la porte de mon ambulance, où je dormais à l'intérieur. Je prends le comprimé, je me rallonge. On avait prévu 10% de perte le premier jour. Les antennes chirurgicales sont à 20 km de la ligne de front. 7% le deuxième jour, 3% le troisième jour. Je me recouche. Je ne trouve pas le sommeil, mais d'un seul coup, un sentiment de liberté descend en moi. Un sentiment de joie qui m'envahit totalement. D'un seul coup, j'ai accepté l'idée de mourir le lendemain. D'un seul coup, j'ai pris conscience que j'étais libéré, enfin, de cette idée qui me, enfin, de tous ces 6 mois, qui est ce qui me mettait en colère. À ce moment-là, très précisément, j'ai vécu quelque chose de très intense. Et le lendemain matin, je me suis mis dans le convoi et nous sommes partis vers l'Irak. Les tirs de l'artillerie passaient au-dessus de nos têtes, sur le fort d'As-Salman. Et j'avais mis Enya à fond, d'accord, et je suis parti comme ça. Depuis cet instant, ce sentiment par rapport à la mort ne m'a plus jamais quitté. Plus jamais quitté. Mais ce que j'avais réalisé au même temps, c'est que ma vie, celle que je croyais être ma vie, mon monde, je m'étais complètement fourvoyé. Fourvoyé sur le plan affectif, fourvoyé dans mon travail, fourvoyé. Et j'ai pris conscience au même temps que nous n'avons qu'une seule vie. Et que si nous ne choisissons pas notre vie, c'est les autres qui la choisissent pour nous. Alors, à ce moment-là, j'ai pris la décision de vivre ma vie. Et il ne s'agit pas d'un problème de bien ou de mal dans les choix que nous faisons, mais est-ce que c'est juste et est-ce que c'est vrai pour moi? C'est la question fondamentale que l'on doit se poser à chaque fois, que l'on a à rester sur le chemin du sens de sa vie. Est-ce que c'est juste et est-ce que c'est vrai? Et non pas est-ce que c'est bien et est-ce que c'est mal? Il s'est trouvé, bien évidemment, que le sens de ma vie, c'était soigner, puisque j'étais médecin et spécialisé surtout en situation de guerre. Et j'ai quitté l'armée et je suis parti en humanitaire. Et d'abord en Syrie pendant 10 ans. Ma compétence universitaire, c'est la médecine de guerre. J'ai aidé mes collègues syriens en créant 4 centres de formation en Syrie. Nous avons mis en place 12 cours et formé 34 000 personnes. Infirmiers, médecins. Bien sûr, à chaque fois, c'était au risque de ma vie. Il y a eu la période Daesh, il y a eu la période Al-Nosra, il y a eu ces périodes-là. Mes camarades ont toujours été près de moi pour me protéger, si cela avait été nécessaire. Bien sûr, il y a eu des périodes extrêmement difficiles, de passer sous les barbelés en pleine nuit avec des passeurs et des cisailles, et puis d'avoir l'iPod avec Bocelli qui d'un seul coup se met à chanter en pleine nuit, tout près du poste frontière turc. Bien sûr, il y a eu des périodes où la pluie était tellement intense qu'au niveau des checkpoints, Al-Nosra n'est jamais sorti justement au niveau des checkpoints pour nous arrêter et nous avons fait 180 km dans les zones tenues par Al-Nosra. Et là, je me suis senti totalement protégé. Bien sûr, dans le premier hôpital, a été bombardé au 48e heure et je me suis jeté par terre parce qu'à 4 heures du matin, le muezzin se met à chanter, ce qui me réveille brutalement et je me jette par terre et tout l'hôpital explose. Bien sûr, il y a eu toutes ces périodes. Bien sûr, il y a eu toutes ces périodes, mais j'étais dans le sens de ma vie. Jamais je n'ai pris la décision de me retirer.
Et au même temps, c'était de soigner, parce que j'étais le professeur, alors il fallait au même temps leur apprendre à trier, c'était extrêmement difficile. Trier en situation de guerre et en situation dégradée, c'est faire des choix. Et ce qui, le plus souvent, vient hanter mes nuits, c'est bien sûr un certain nombre de jeunes, d'enfants, de gens pour qui j'ai pris la décision de ne pas les soigner, de les laisser mourir. Bien sûr que c'était difficile au même temps de rentrer en France et de se retrouver dans mon service de réanimation de la polyclinique de Gentilly et d'avoir tous les moyens pour des personnes souvent en fin de vie avec des pathologies chroniques qui avaient été opérées pour des cancers au stade terminal et de se rendre compte que j'avais tous les moyens pour leur permettre de survivre, alors que là-bas, je laissais mourir des jeunes parce que malheureusement, il n'y avait pas de possibilité de dialyse, pas de possibilité de réanimation, pas de possibilité, suffisamment de matériel. De notre côté, il y avait toute cette jeunesse qui mourait, et de l'autre côté, il y avait ces personnes âgées qui pouvaient bénéficier de tout. Je ne fais pas le distinguo. J'ai trouvé cela profondément injuste, au fond, cette situation. Et ça me mettait dans une situation de colère qui fait que pendant 2 semaines, et dépressif, pendant 2 semaines, dans mon service de réanimation, il était bon de ne pas me parler le temps que je puisse réussir à absorber. Mais j'ai fini par quitter l'hôpital, considérant que c'était impossible pour moi de continuer comme ça. Et en 2015, j'ai préféré sortir de l'hôpital. Bien sûr, il y avait aussi, au même temps, les réfugiés, et je les avais vus, ces réfugiés syriens à l'intérieur de la Syrie, à l'extérieur, par millions, vivant dans des conditions terribles et qui ont tenté de venir en Europe. Et j'ai vu la manière dont nous avons accueilli ces gens. Combien nous sommes ouverts à recevoir les Ukrainiens. Comment avons-nous réagi à l'arrivée de 1 million de Syriens qui fuyaient la violence de la guerre? Toutes les armes ont été utilisées. Tous les hôpitaux étaient systématiquement bombardés par les Russes. Toutes les armes, et je parle y compris des neurotoxiques, qui ont été utilisées contre cette population syrienne qui a été véritablement martyrisée durant toutes ces années. Et nous avons laissé faire, et nous avons tourné le regard à côté. Partout, j'ai essayé d'être en même temps un témoin de ce que je voyais, parce qu'il était difficile pour moi de rester. Je suis parti à New York, je suis parti aux États-Unis, je suis parti à Genève pour dénoncer cette situation de crime de guerre, de crime contre l'humanité. Maintenant, bien évidemment, on envoie des fonctionnaires de l'ONU pour justement vérifier ces crimes de guerre en Ukraine. Mais en Syrie, pendant 10 ans, nous avons laissé faire et nous avons regardé ailleurs, bien évidemment. Il y a pour moi un sens profond avec toutes ces années, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Asie, que ce soit le Moyen-Orient, c'est de bien comprendre qu'il n'y a qu'une seule humanité. Et au contraire, toutes les différences de notre humanité font notre richesse, véritablement et profondément. Je ne peux vous appeler qu'à sortir de votre confort, de sortir de votre monde, de vous ouvrir au monde tel qu'il est, d'aller vers les autres pour essayer de vous enrichir en même temps des différences qui peuvent exister. Je ne peux vous inviter, si vous voulez, à vivre votre propre vie. Ne vous laissez pas imposer par les autres ce que vous ne voulez pas. Ayez le courage au même temps d'affronter cela, véritablement. Et plus que tout, je vous le dis encore véritablement, vivez votre vie, car sinon, qui la vivra pour vous? Je vous remercie.